que vient de dire Isabelle avec une remarquable démonstration. La philosophie qui, dans mon esprit, est une pensée de la limite, en plus, si elle est bien d'accord, elle dira, mais aussi parce qu'elle articule l'individuel et le collectif, qui est au cœur des questions mémorielles. Et je vais partir de cet exemple que tu évoquais. Il s'avère que je développe un vaste programme actuellement sur la mémoire des attentats du 13 novembre 2015, donc des attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015. Dans une étude pluridisciplinaire qui articule les sciences sociales et des sciences du vivant, c'est-à-dire que quand on aborde la question du traumatisme, c'est à la fois le traumatisme d'un groupe, mais en même temps un traumatisme individuel avec toute la pathologie qu'on connaît, la pathologie majeure de la mémoire, qui est la pathologie qui est le trouble de stress post-traumatique, bon, que tout le monde connaît maintenant, mais que je vais illustrer d'un exemple. Quand j'ai publié avec deux collègues un ouvrage sur le 13 novembre 2015 à partir des verbatims, c'est-à-dire du recueil de témoignages que nous faisons dans le cadre de ce programme. Je vais simplement le dire parce que c'est une question qui a été abordée dans le rapport SE et qui proposait cette piste-là en lien avec nous. C'était très précis, justement, parce qu'on avait l'idée de recueillir le témoignage de 1000 personnes, du plus proche au plus lointain de l'événement, en 2016, donc très vite après, 6-7 mois, en essayant de retrouver les mêmes personnes en 2018, en 2021, c'est maintenant que nous lançons cette campagne, et en 2026, pour voir comment évolue cette mémoire de l'événement. Et aussi, on s'interrogeait sur l'évolution de la mémoire collective, c'est-à-dire de cette représentation du passé, qui est forcément une représentation sélective du passé et qui participe à la construction identitaire d'une société ou d'un groupe. Alors, la mémoire collective des harkis, pour moi, elle est évidente, même si elle est compliquée à construire, mais ça doit être un des enjeux d'associations comme Agir, c'est de participer à la construction identitaire de ce groupe. Et donc, de faire en sorte qu'on ait une sorte dans sa diversité bien sûr, mais d'un grand récit partagé. Mais l'enjeu à partir de là, c'est de faire en sorte que ces mémoires individuelles ou cette mémoire de groupe soit relayée dans la mémoire collective. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'à la suite du livre dont je vous parle, on a été contacté par quelqu'un qui nous envoyait, très sympa, qui nous envoyait un petit mot, disons, écoutez, on était un groupe de gendarmes qui était présent au Stade de France, je vais vous l'apprendre, parce que personne n'est au courant de ça. Je vous le dis, comme je l'ai appris à ce moment-là, il y a quelques mois, qui étaient présents autour du Stade de France, c'est des gendarmes montés, donc avec des chevaux, et qui sont là pour réguler la sortie, après les grands matchs, la sortie des spectateurs. Vous savez, c'était le match France-Allemagne. Bien. Et il me raconte qu'ils étaient 13, il y en avait un dans la bulle, et puis une douzaine qui étaient avec les chevaux, juste en bordure de l'Evans. Alors, ça vous dit rien sans doute, mais l'Evans, c'est le premier restaurant-bar où a explosé, enfin, où a eu lieu la première explosion, où il a fait sauter, où un terroriste s'est fait sauter, et il était à 20 mètres, donc ils ont pris l'effet de blast, et en plus, ils vont être tout de suite au plus proche du seul mort du Stade de France, en dehors des terroristes, c'est-à-dire Manuel Dias.
Et il me raconte ce qui se passe, il me raconte comment ils se sont retrouvés finalement à l'écart, y compris mis à l'écart par le commissaire de police qui gérait la sécurité du Stade de France, qui est venu les voir plus tard, et il disait, mais on se met à votre disposition. Il disait, mais non, on n'a pas besoin de vous, rentrez chez vous. Bon. Et après, eh bien, on les a complètement oubliés. Ils ont été sous les radars de la mémoire collective. Et j'insiste là-dessus parce que quand on est sous les radars de la mémoire collective et qu'on a subi un tel choc, et je fais immédiatement le parallèle, évidemment, avec les harkis, quand on passe sous les radars de la mémoire collective, qu'on n'est pas connu, évidemment qu'on développe, y compris des pathologies, peut-être des troubles de stress post-traumatique ou d'autres pathologies, ou tout simplement à l'être, en raison de cette absence de reconnaissance. Alors ça passe, cette reconnaissance, bien entendu, par tout ce qui a été dit sur les réparations, mais aussi par une reconnaissance, tout simplement l'intégration dans la mémoire collective de cette histoire. Et l'un des vecteurs de cette mémoire collective, et c'est pour ça que j'ai été invité par mon ami Monde et que je vous connais bien, et aussi parce que je suis venu déjà vous en parler avant que ça se fasse. J'étais venu à un congrès, je ne sais pas quelle est la date, Monde, mais j'étais au congrès pour en parler et pour vous dire l'importance du mémorial qui était en train de se construire, qui est le mémorial du camp de Rivesaltes. Vous le connaissez tous, au moins deux noms, si vous l'avez vu, bien sûr, venez. C'est un lieu qui est très singulier, parce que l'unité de Rivesaltes, c'est le lieu, c'est un lieu d'enfant ou d'internement ou d'accueil ou de mise à l'écart, comme une sorte de représentation de cette histoire du XXe siècle comme histoire de déplacement forcé de population et d'histoire des camps. Et vous avez deux grands moments, en fait, dans l'histoire de Rivesaltes. C'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, avec des populations qui se sont trouvées enfermées là, des Espagnols, des Juifs, des Tziganes, puis après, d'ailleurs, à la libération essentiellement des prisonniers de guerre allemands, et puis un deuxième moment, qui est la guerre d'Algérie, y compris d'ailleurs, parce qu'on l'a découvert en travaillant sur le mémorial, y compris de 300 prisonniers FLN qui sont retrouvés pendant quelques mois en 1961 dans le camp de Malte, mais surtout les quelques 20 000 harkis qui se sont retrouvés dans ce qui va devenir le mouvement des harkis en France métropolitaine. Quel est l'intérêt d'avoir ce type de mémorial? Je vais me répéter, mais j'en ai eu en quelque sorte la confirmation en voyant l'histoire de ce musée et comment ça se déroule. C'est que si jamais on construit une histoire des harkis à part, si par exemple on fait un musée à part, il y en a un, très bien d'ailleurs, qui est remarquable, mais si on en fait à part, ça reste une histoire de harkis pour les harkis. Là, on a la chance d'avoir un lieu où il y a des gens qui sont plus intéressés par la Deuxième Guerre mondiale et qui vont découvrir l'histoire des harkis, et des gens qui sont plus intéressés par l'histoire des harkis qui vont découvrir la Deuxième Guerre mondiale et qui vont lieu que ça s'est passé. Ça veut dire que c'est un vecteur d'intégration de cette histoire et de cette mémoire des harkis dans la mémoire nationale. Et c'est là où le défi est fondamental, parce que en l'intégrant ainsi, ça veut dire qu'on a des classes qui viennent visiter le lieu
pour connaître cette histoire, pour connaître une autre histoire peut-être, mais qui vont découvrir celle-là. Ça va être un vecteur, comme tous les grands mémoriaux, ça va être un vecteur de construction de la mémoire collective. Et c'est pour ça, je l'avais dit, je disais que c'était fondamental d'avoir ce lieu, et un lieu qui parle d'une histoire plus longue, mais en faisant toute sa place à l'histoire des harkis, ce qui fait que, compte tenu de l'ampleur du camp de Rivesaltes, même si ce camp de mémorial parle d'autres choses aussi, eh bien, c'est le lieu où on accorde le plus de place à l'histoire des harkis, tenu de l'ampleur de l'exposition permanente, mais aussi des expositions temporaires, comme l'exposition des Chibani, qui est là pendant des mois. Alors, j'espère qu'on va sortir, et je vais conclure là-dessus, j'espère, je suis toujours très bavard, je suis désolé. Et puis en plus, tu ne me vois pas, donc je ne peux pas te faire de signe. Ah, bien fait, ça, je suis très content, j'ai bien fait de ne pas venir. Eh oui, c'est pour ça, t'en profites, merci. Eh oui. J'ai oublié de préciser, pardon, on dit souvent pardon, c'est vrai, que Denis Péjanski est président du conseil scientifique du mémorial de Rivesaltes et que vraiment il a beaucoup poussé pour que ce musée voie le jour, et j'ai été très content de faire partie de ton équipe. Et je précise que Mohand était au conseil scientifique, qui a eu quelques occupations après, un petit peu lourdes, ce qui fait qu'il a dû prendre un peu de recul avec toute son action de scientifique, hein, et que on va le retrouver. Je suis très content qu'on puisse le retrouver au sein du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes. Et je pense que c'est un enjeu majeur. Une exposition des Chibani, vous imaginez, peut signifier, et j'espère que bien en sortant du Covid, là, on va avoir de plus en plus de classes qui vont venir et continuer à découvrir cette histoire et faire en sorte que l'enjeu majeur, c'est-à-dire la réintégration des harkis dans la mémoire collective des Français, eh bien, cet enjeu soit relevé grâce à ce mémorial et à tous ceux qui écrivent sur le sujet. Merci Denis, merci beaucoup.